je passe maintenant au directeur exécutif de l'IDRI. L'IDRI, c'est un think tank, c'est un centre de recherche qui veut faciliter l'atteinte des objectifs du développement durable. Sébastien, vous êtes en ligne? Bonjour Sébastien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et à l'intention du public. Vous étiez censé être sur place, mais malheureusement, en raison des restrictions, je vous dirais, nous allons avoir le premier panel sur les EDT, les investissements compatibles, les arbitrages entre la relance à court terme et les incidences à long terme. Je vous laisse la parole. Merci, c'est avec grand honneur et grand plaisir que je participe à ce webinaire. Malheureusement, je ne peux être présent physique, mais néanmoins, il est important que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons reconstruire les économies des pays frappés de plein fouet par cette crise pour les remettre en bonne voie afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2030, sachant que le niveau d'ambition est très élevé pour ce qui est des objectifs sociaux et environnementaux. Ces dernières semaines, nous avons travaillé avec des chercheurs pour comprendre le rôle actuel, réel et potentiel des banques publiques de développement, mais mieux comprendre leurs meilleures pratiques, leurs innovations. L'objectif aujourd'hui étant de comprendre cela dans ce premier panel. J'ai quelques questions à poser aux différents panélistes que je vais lire rapidement. Donc, nous savons tous qu'il faut reconstruire en mieux après cette crise, mais pouvons-nous préciser cette notion? Pourquoi pensons-nous que l'agenda 2030 dans sa globalité doit rester notre boussole pour la reconstruction et la transformation structurelle des économies des pays? Alors, le fait que nous trouvions dans cette crise nous fait penser inévitablement à la pérennité de nos économies et de nos emplois. Donc, je souhaite demander aux panélistes la pertinence de cette boussole que constitue l'agenda 2030 et si nous pouvons toujours garder ce cap. Deuxième question, quel est le rôle potentiel et actuel des banques publiques de développement et comment doivent-elles évoluer si elles veulent faire bouger les lignes et vraiment faire bouger les choses? Nous avons donc la question principale pour le panel serait de savoir s'il ne faut pas davantage parler d'une révolution au sein des institutions dans leur mode de fonctionnement, si nous souhaitons qu'elles soient pleinement alignées sur l'agenda 2030 et réussir la transformation économique dont il est question. Donc voici le type de questions que je compte poser à nos différents intervenants. Sachant que le panel est composé de personnalités très éminentes, je vais les présenter rapidement avant de leur poser les questions précises. D'abord, nous avons parmi nous Mariana Mazzucato, professeure d'économie, de l'innovation et de la valeur publique à l'University College London de Londres, à UCL. Merci à vous d'être parmi nous. Ensuite, nous avons un autre professeur, notre universitaire, Kevin Gallagher, directeur du Centre de développement de politique générale pour le développement à l'Université de Boston. Puis un troisième intervenant du WRI, Manish Bapna, vice-président exécutif et directeur général du Centre de financement durable au WRI. Il devait se joindre à nous, mais à cause des élections aux États-Unis, c'est Leonardo qui était initialement prévu d'être parmi nous. Il ne peut pas assister, mais Manish Bapna a accepté de l'accepter un peu à la dernière minute. Donc, je vous remercie de votre présence. Parmi nous, nous avons aussi un praticien. Pour l'instant, je n'ai que nommé quelques professeurs, quelques universitaires, des chercheurs au sein des think tanks. Nous avons deux praticiens. D'abord, la docteure Frédéric Kohler-Gaib, économiste en chef à KfW, la Banque publique de développement de l'Allemagne.
première vice-présidente du département économie de cette banque. Merci de votre présence. Notre dernier intervenant est Haya Schutte, chef de la division du financement du développement au sein de l'OCDE. L'OCDE est aussi un think tank, un centre de recherche. Si vous pensez au rôle de l'OCDE, même si l'OCDE a un rôle politique tout à fait légitime qui va au-delà du simple think tank, bien sûr. Mais c'est pour cela que nous nous réjouissons de pouvoir réunir ces praticiens, ces universitaires et ces institutions dans ce panel. Je me retourne vers vous, Mariana Mazzucato. Dans le cadre de vos travaux à l'UCL, vous, une grande experte, une grande chercheuse sur la main visible, donc la main de l'État, pour alimenter les politiques de l'innovation. Vous avez publié de nombreux travaux de recherche. Vous avez deux questions pour vous. Donc, pour vous, l'agenda 2030 est-il toujours la boussole qui doit nous guider, même en ces temps de crise, sachant que chacun pense un peu à son emploi. Et donc, si l'agenda 2030 garde toute sa pertinence, eh bien, pourquoi? Puis, deuxième question, pourquoi les interventions publiques sont-elles tellement importantes dans cette transformation, et quel rôle pour les banques publiques de développement dans ce contexte? La parole est à vous. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé d'une crise, mais de quelle crise parlez-vous? Puisque nous vivons de crises multiples, elles sont plurielles, et nous passons d'une crise à l'autre. La manière dont les théories économiques alimentent l'action publique, que ce soit au niveau municipal, local, infranational, national, etc., l'idée que l'action publique ne doit intervenir que pour corriger les défaillances du marché, cela veut dire concrètement que vous devez attendre que le marché échoue avant de pouvoir intervenir. Ce qui est inspirant dans les ODD, c'est que l'on cherche de réimaginer le futur, l'avenir que nous souhaitons, au lieu d'essayer de corriger le tir. Puisque dans le monde de l'économie, même un bien public est considéré comme une manière de pallier une défaillance du marché, donc c'est-à-dire une externalité négative. Mais le fait d'avoir ces 17 ODD dont on parle dans les écoles, dans les lycées, mes 4 enfants sont au courant des ODD, les utiliser de manière transformationnelle, c'est quelque chose de tout à fait inspirant, mais il faut parler simplement de croissance, de reconstruire en mieux, mais surtout de transformer le type de croissance que nous avons. Qu'il s'agisse de la crise sanitaire, de la pandémie, des changements climatiques, de la crise financière dont les répercussions se font encore sentir, etc. Se relever de tout cela implique de recadrer l'action publique totalement. Et donc, en dessous des ODD, vous avez les 169 cibles. On doit les utiliser pour transformer la stratégie industrielle, l'achat public, la commande publique, la politique publique en matière d'innovation. Quand on parle d'achat, de prêts, de subventions, de tarifs, etc., au lieu de voir cela comme une manière de renflouer un secteur donné dans une crise, il faut aller au-delà de cette mentalité court-termiste pour comprendre la manière dont les États peuvent regrouper un maximum d'acteurs, publics, privés, à but non lucratif, etc., pour qu'ils investissent, pour qu'ils innovent afin de répondre à ces objectifs. Mais à ce moment-là, il faut présenter les choses différemment. Il faut cadrer les débats en termes de problématiques à résoudre. Vieillissement des populations, quantité de plastique dans les océans, dégâts environnementaux, etc. Et tout doit répondre, tout doit tendre vers l'accomplissement, l'atteinte de ces objectifs. Pour ce faire, nous devons reconcevoir les instruments dont nous disposons. Les banques publiques de développement ont un rôle clé à jouer parce que la finance, elle, ne manque pas. Les financements ne manquent pas, mais nous n'avons pas assez de vision à long terme. Il faut non pas une vision de 5, 6, 7 ans, il faut avoir beaucoup plus de patience. Il faut savoir attendre 15, 20 ans. Les banques publiques de développement ont fait preuve de cette patience par le passé, mais elles doivent aussi
changer de stratégie afin d'inclure plus de conditionnalité dans les prêts qu'elles accordent. Par exemple, conditionner à la réduction des émissions de CO2, conditionner au non-recours des paradis fiscaux. C'est l'occasion aujourd'hui qui se présente à nous. Reconstruire en mieux, je veux bien, mais on ne peut pas continuer comme avant parce que le statu quo d'avant, c'est ce qui a causé la crise. Donc il faut reconstruire en mieux, soit, mais il faut surtout faire les choses différemment afin de répondre aux ODD. Merci, Mariana, de cette déclaration très forte pour lancer les débats. Il faudra effectivement qu'on revienne sur cette notion de reconception des instruments, sachant que les instruments des banques publiques de développement doivent peut-être eux aussi être reconçus, redesignés. Je me retourne maintenant à Kevin Gallagher. Vous étudiez depuis des années le rôle des banques publiques de développement. Vous avez aussi mené un très large programme que nous avons abordé lors de la Academic Day la semaine dernière. Je pense que vous êtes très au courant de tous les enjeux. J'aurais quelques questions pour vous. D'abord, pourquoi, pour vous, l'alignement des banques publiques de développement sur l'agenda 2030 est-il aussi important? Si vous pouvez compléter les propos de Mariana. Et de quel ordre de grandeur serait ce changement s'il devait se faire? Est-ce que c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution? Ensuite, à quel point les banques publiques de développement sont-elles alignées ou non sur l'agenda 2030? Qu'est-ce qu'elles font actuellement? Qu'est-ce qu'elles font déjà? Qu'est-ce qu'elles pourraient mieux faire? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire davantage? Quel est votre avis? Merci beaucoup de votre accueil. J'ai trois choses à vous dire. D'abord, les infrastructures durables et les investissements dans ces infrastructures doivent revêtir une haute priorité pour les banques publiques de développement, puisqu'il faut relancer l'économie après la crise Covid, tout en étant aligné sur l'agenda 2030. Malheureusement, selon nos recherches, les banques publiques de développement ne sont pas alignées, notamment l'agenda 2030, les ODD de manière générale. Donc c'est urgent, ce sommet constitue l'occasion idoine de lancer cet appel. Les investissements en infrastructure doivent passer à une échelle supérieure, c'est l'occasion de le faire. Maintenant, ce n'est pas le moment pour écarter l'agenda 2030. C'est comme l'a dit Mariana, si nous sommes en pleine crise, c'est parce que nous ne répondons pas, à l'agenda 2030 encore. Je sais que la tentation est de reporter au lendemain ce qu'on peut reporter au lendemain, faire du court terme. Et c'est difficile d'encourager le secteur privé de jouer pleinement son rôle en pleine crise. Mais nous avons appris qu'en investissant dans les infrastructures durables, c'était des projets conçus, construits, exploités et démantelés de manière durable sur le plan social, environnemental et institutionnel sur toute la durée du projet. Si vous faites cela, eh bien, vous pouvez répondre à davantage d'ODD qu'avec presque n'importe quel autre type d'investissement. D'un point de vue environnemental, cela veut dire que vous allez décarboner d'ici 2050 et en investissant dans la résilience climatique. Dans les perspectives économiques mondiales de FMI, l'un des chapitres dont on parle le moins est leur pronostic de reprise économique normale par rapport à une reprise avec, par exemple, les subventionnements de la transition énergétique, des ménages, des sociétés, avec une augmentation progressive de l'impôt après la récession. Selon ce pronostic, la reprise augmentera le PIB de 2% de plus que si on n'y procédait pas de la sorte. Malheureusement, on l'a déjà vu, les banques publiques de développement ne répondent pas à l'appel. Alors, la cible de 2-3 degrés Celsius, qui n'est pas assez pour limiter
les changements climatiques, il faudrait consacrer 2,1% du PIB mondial à l'investissement d'ici à 2030. Ce n'est pas encore réalisé, cet objectif. Il faut que cela soit au cœur des efforts de relance et de reprise. Et les banques de développement multilatérales n'investissent qu'environ 0,3% pour atteindre cette cible. Les banques de développement nationales, KfW, la Banque de développement de la Chine, etc., en font un peu mieux, mais ce ne sont que 1,2% de ce besoin qui est financé par eux, et les banques privées ne financent que 0,05% des besoins en investissement, selon le calcul. Si les banques multilatérales de développement, si les banques publiques de développement s'engagent pour aligner une partie de leur bilan sur les infrastructures durables en grandissant aussi leur bilan en même temps, elles pourraient mobiliser davantage de financement. Mais malheureusement, elles n'utilisent pas toute leur capacité de prêt. Elles sont extrêmement conservatrices depuis la crise financière. Et donc, il reste beaucoup de marge. Si elles pourraient prêter beaucoup plus. Si elles prêtaient plus avec une augmentation de 25%, par exemple, et s'ils avaient 35% de leur bilan composé d'investissement de 2030, eh bien, ce sera sur base annuelle plus de 500 milliards de dollars de plus. La banque BRICS, la banque de développement nouvelle, a décidé pour 66% du bilan qu'il doit consacrer à ce type d'investissement. Donc, en maximisant leur capacité de prêt, cela se traduirait par 650 milliards de dollars de plus supplémentaires tous les ans. Donc, ces aspects sont malheureusement négligés. Elles devraient être les priorités. Pour moi, le sommet doit s'engager sur quatre objectifs. 1, alignement des bilans sur l'agenda 2030 et les objectifs de Paris. 2, augmentation de capitaux progressive pour répondre à cet objectif. 3, s'engager pour agir en tant que système en partageant les meilleures pratiques, en collaborant. Et 4, être inclusif, travailler avec les États, avec le secteur privé, avec la société civile, avec les communautés, afin de s'assurer que cet alignement soit durable et qu'il soit fait en toute transparence, en toute redevabilité. Merci, Kevin, pour cette présentation très détaillée. C'était très intéressant et très utile. Je pense que nous allons y revenir par la suite dans la partie évaluation et dans la partie recommandation. Maintenant, Manish Papna, vous êtes au WRI, vous étudiez depuis longtemps les banques de développement multilatéral et leur alignement avec les objectifs, notamment en matière de développement durable. On parle de l'accord de Paris, on parle des ODD. Donc, ce titre, j'aurais 2 questions pour vous. Donc, que pouvons-nous apprendre de l'évolution qu'ont subie ces banques multilatérales et leur courbe d'apprentissage? À quel point ces enseignements sont-ils transférables aux banques publiques de développement? Et deuxième question, comment pouvons-nous apprendre de l'alignement sur l'accord de Paris, sur le climat, afin d'en tirer les leçons pertinentes pour un alignement beaucoup plus large sur l'agenda 2030? Avez-vous une idée des possibilités et quelques mots de caution éventuellement, si vous voyez des risques? Merci Sébastien. Rapidement, je commencerai mes propos en complétant un peu les propos de Mariana sur l'échelle de la transformation qui est nécessaire. Donc, nous sommes à 5 ans maintenant de la signature de l'accord de Paris. Les émissions de carbone sont de 40 gigatonnes par an d'ici fin 2020. Il nous faut une trajectoire d'1,5 degré
Et il faut couper, il faut réduire de moitié toutes les décennies, 5 gigatonnes d'ici 30, 10 d'ici 2040, 20 depuis 2050 et ainsi de suite. Pour y arriver, il faudrait des technologies très performantes. Et on ne parle pas de changement ou d'évolution incrémentielle, on parle d'une transformation tous azimuts, une transformation fondamentale de tous les systèmes économiques de la planète. Aujourd'hui, sur le seul volet climatique, soit dit, quand on parle du reste de l'agenda 2030, ne sous-estimons pas les changements systématiques qu'il nous faut dans un nombre très important de secteurs. C'est pour ça que cette conversation est aussi importante. En 2018, les banques de développement multilatérales ont présenté un plan d'action sur la manière dont elles voulaient se rendre conformes à l'article 2.1c de l'accord de Paris. Je pense que cet article, vous le connaissez bien. Comment rendre le financement compatible avec les objectifs climatiques. Donc il y a six briques pour y aller. Financement climatique, atténuation, adaptation, reporting, fonctionnement interne. Depuis 2-3 ans, ils essaient de développer davantage ce cadre et de le mettre en pratique. Ils ont fait des progrès en matière d'atténuation des risques et d'adaptation, mais je pense qu'ils ont rencontré des défis dans 2 domaines principaux. Un, sur la couverture, c'est-à-dire la mise en pratique de cet engagement porte davantage sur les prêts nouveaux. Cela ne porte pas sur le portefeuille de prêts existants. Cela ne porte pas non plus sur les prêts intermédiaires et seulement sur les prêts directs. Il porte également sur les projets, mais non pas sur le soutien politique. Donc, cette expérience avec l'alignement sur l'accord de Paris nous montre qu'il faut prévoir une couverture adéquate. Deuxième défi, le rythme. Donc, avec la crise du Covid-19, la pandémie, cela a coupé court un peu au progrès que nous étions en train de réaliser. Maintenant, on parle d'un horizon 2022, 2023, 2024, avant qu'on ne puisse aligner complètement. Donc, il y a une question de rythme qui se pose. Si l'on regarde donc les expériences des 2-3 dernières années, et si on essaie d'en tirer les enseignements, pour les banques publiques de développement, je pense qu'il y en a trois enseignements qui me viennent à l'esprit. D'abord, il faut adopter une approche des banques en leur globalité. Ne pas se porter uniquement sur les prêts ou sur les futurs ou sur les projets, mais il faut regarder aussi au soutien de l'action publique, aux travaux politiques, aux stratégies pays des banques, regarder toute l'activité de la banque. Comprendre toute cette activité dans l'approche. Deuxième solution, comment on met en place un cadre pour évaluer le niveau d'alignement. Pour l'atténuation des risques climatiques, la Banque de développement multilatéral a élaboré un cadre pour évaluer le niveau d'alignement. Par exemple, énergie renouvelable, infrastructures de transport non motorisées, ce sont bien sûr des investissements durables et alignés. Une centrale thermique n'est pas alignée. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas alignées, mais qui pourraient l'être à condition. Certaines centrales à gaz pourraient être alignées sous certaines conditions. D'autres types d'infrastructures pourraient être utilisées pour le bien comme pour le mal, pour créer des sources d'électricité à forte intensité en carbone ou à faible intensité en carbone, selon les choix qui sont faits. Donc ce sont les conditions que l'on attache aux projets d'investissement qui sont intéressantes. Donc un cadre qui prévoit une meilleure évaluation des alignements ou du non-alignement de l'activité de la banque.
Et deuxième volet dans la solution, la riposte face à la crise de Covid-19. Nous n'avons pas vu beaucoup d'alignement dans la riposte à la crise, en tout cas au début. Pas beaucoup d'alignement sur l'agenda de Paris 2030 ou sur l'accord de Paris. Les banques nous disent c'est parce que les pays n'en font pas la demande. Les pays disent que les banques ne fournissent pas, n'apportent pas les fonds nécessaires pour financer ces projets, pour pallier les problèmes à long terme. Et donc, c'est la troisième leçon qu'il faut tirer. Comment on peut mettre en place les structures pour les pays afin de plus nombreux, qui puissent créer des produits bancables plus nombreux. Donc, une approche de la banque dans sa globalité. Deux, un bon cadrage pour l'évaluation de l'alignement. Et trois, des mécanismes de soutien efficaces pour les pays, pour le plan d'action durable, pour qu'ils puissent avoir un maximum de produits bancables et durables au moyen terme comme au long terme. Ce sont pour moi les trois principaux enseignements qu'il faut en tirer. Merci. Merci Manish de votre intervention très efficace. Je pense que cela fait beaucoup écho à ce que nous avons entendu la semaine dernière lors des Academic Days, c'est-à-dire la finance durable doit effectivement répondre à ce défi. Donc, mais comment fait-on ce cadre pour évaluer l'évaluation, sachant que cela va au-delà de l'atténuation, ça porte aussi sur le rôle même des ODD. C'est un grand défi auquel il conviendra de revenir. Je rappelle notre public que vous pouvez tout à fait poser vos questions sur la plateforme. Si vous avez des questions ou même des commentaires, des remarques, notre maîtresse de cérémonie, Asha, se fera un plaisir de recueillir vos questions pour ensuite les poser à nos intervenants une fois les interventions terminées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. Nous avons eu des avis de 3 analystes qui ont fait une analyse, mais aussi quelques recommandations. Maintenant, je me retourne vers Friederike Köhler-Geib. Vous êtes plutôt praticienne. C'est à vous qui s'adressent ces recommandations finalement. Vous, en tant qu'économiste en chef chez KfW, quel est pour vous votre rôle en tant que banque publique de développement? Pourquoi est-il important que vous soyez aligné sur l'agenda 2030? Comment une banque comme la vôtre peut-elle contribuer concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Et puis, pour votre propre organisation, à quoi ressemble ce défi, cette approche de la banque en sa globalité que Manish a évoqué? Comment êtes-vous aligné sur l'agenda 2030? Quels sont pour vous les défis qui se profilent à l'horizon? Merci de cette occasion de prendre la parole devant vous. Merci Manish, Kevin et Mariana des commentaires qu'ils ont déjà faits. J'ai 3 choses que j'aimerais évoquer. D'abord, que la crise de Covid-19 freine la transition vers une façon plus durable de faire des affaires. Alors, en principe, il n'y a pas d'arbitrage à faire, il n'y a pas de compromis à faire. Le contraire, mais j'ai bien peur que cela se fasse de cette façon-là. Mariana l'a très bien dit. Il faut stabiliser l'économie dans le court terme et nous voyons dans les données que le secteur privé investit moins pendant cette période. Et donc, il y a un besoin de l'État, que l'État intervienne, que l'État soutienne, que l'État subventionne ou incite l'investissement. Mais si cela se fait non seulement dans une optique de stabilisation, mais aussi dans une optique de plus long terme pour effectuer les changements structurels qui vont nous permettre de basculer vers un système plus durable, eh bien, je ne pense pas que ce soit antinomique pour autant. Les banques publiques de développement ont un rôle primordial à jouer dans ce contexte. Et pour moi, il y a 2 manières dont elles peuvent apporter leur pierre à l'édifice. D'abord, en apportant
des financements durables en mobilisant le capital privé et deuxièmement, en mettant en place des standards de durabilité qui peuvent être appliqués sur les marchés des capitaux. Chez KfW, nous sommes en bonne voie, je crois, nous y travaillons. Nous allons dans ce sens, et cela m'amène à mon deuxième point. Le rôle des banques de développement est important. KfW essaie d'y répondre, d'être au rendez-vous, puisqu'il n'y a pas de procédure standardisée de reporting sur les ODD. Chez KfW, nous avons une cartographie de conformité aux ODD, aux atteintes des ODD au niveau du groupe. C'est une procédure transparente de reporting sur les contributions prévues de nos activités de financement dites écologiques de notre banque. Lorsque nous examinons les engagements, bien sûr, les actions climatiques représentent 28 millions d'euros. KfW est l'une des premières banques à soutenir ou à atteindre les objectifs de Paris. Il y a ensuite cette nécessité de compatibilité avec l'accord de Paris pour parvenir à un portefeuille neutre en carbone d'ici à 2050. Sur ce plan, KfW met en place des listes d'exclusion. Nous travaillons aussi sur des pactes technologiques. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Kevin. Cela nécessite une discussion, un alignement, notamment un échange avec les États ainsi qu'avec les autres parties prenantes de l'économie. Les banques de développement ne peuvent pas tout faire elles-mêmes. Troisième élément, troisième chose que je voulais évoquer dans le rôle des banques de développement, c'est le programme national que nous avons, l'initiative de protection des PME, notamment en Allemagne. KfW subventionne des prêts selon la taxonomie en vigueur dans l'Union européenne. Pour répondre à votre question, Sébastien, effectivement, il y a des défis qui se profilent. On peut très bien s'imaginer que des activités attrayantes commerciales se présentent, pourtant on n'investit pas parce que ces activités ne sont pas alignées sur les objectifs. Bon, donc il y a des arbitrages qui seront à faire dans ce contexte. Dernier point qui concerne l'information. L'information doit être harmonisée afin d'avoir des outils de monitoring à l'échelle de la banque dans sa globalité pour pouvoir effectuer un reporting et pour s'aligner pleinement sur les ODD. Pour y arriver, nous voyons qu'il y a une forte demande pour des données de haute qualité et fiables. Donc, j'en ai terminé pour mon intervention. Merci beaucoup. Merci, Frédérica. C'était un plaisir de vous écouter et surtout de voir comment vous voyez votre propre rôle et comment celui est amené à évoluer. Thierry l'a dit aussi, mais il y a un lien entre ce que peuvent faire les banques de développement et le rôle du reste du système, pas simplement les acteurs privés, mais les États, la société civile, etc. La question est de voir ce qu'est le rôle des banques publiques de développement vis-à-vis du secteur privé. Et nous avons parmi nos intervenants Haye Schutte, qui est responsable de la division Finance de développement à l'OCDE. Vous avez travaillé avec le PNUD sur le rôle, ou plutôt l'interaction entre le secteur privé et les banques publiques de développement. Je pense en particulier au secteur privé financier. Alors la question serait de savoir quelle est la raison, qu'est-ce qui amènera les banques à travailler avec le secteur privé, comment s'aligne-t-il sur les objectifs de développement durable. Il y a 17 objectifs, comment peut-on s'aligner sur tout cela à la fois? Et puis,
comment peut-on concilier l'action des acteurs privés avec celle des banques publiques de développement. Voilà, vous nous avez présenté ce matin les banques de développement. Vous avez des résultats récents à nous présenter sur cet alignement de l'action privée avec les objectifs de développement durable. Oui, merci de nous avoir invité à cette espèce d'avant-première du lancement de l'événement qui sera présenté dans le cadre du Forum pour la paix, Forum de Paris sur la paix, qui aura lieu jeudi. Nous voulons reconnaître ici avec Mariana le rôle et l'interaction entre les banques privées, enfin le secteur privé et les banques publiques. Le secteur privé est, si vous voulez, en retrait par rapport aux banques publiques, en tout cas en ce qui concerne les ODD. Nous avons vu que moins de la moitié des acteurs privés ont une stratégie qui va dans le sens des ODD. Pour ce qui est des investissements, là encore, il n'y a que la moitié des investissements qui se réfèrent aux ODD. Bon, c'est déjà pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Mais il n'y a que 10% de ces investissements ou 10% des acteurs qui donnent une définition ou une description détaillée de ce qui est proposé de faire. Alors, donc, de tout cela, il ressort qu'il est important de voir d'abord ce qu'était l'état, si vous voulez, de l'écart de financement avant la crise sanitaire. C'était l'ordre de 5 000 milliards. Nous parlons là de plus, il y a 1 000 milliards de plus qui vient de s'ajouter en quelque sorte à la facture au titre de la relance dans les pays en développement. Donc là, on en est à 2 à 3,5 000 milliards d'écart de financement qu'il faudra combler. Et actuellement, seules les ressources publiques et les prêts concessionnels sont dans la balance. Alors depuis, il y a eu une évolution dans la partie nord. Il y a quelque chose comme 379 000 milliards de fonds qui circulent sur les marchés financiers. Donc il suffirait d'1% de ce montant pour combler cet écart de financement. 1% pour sauver la planète, pour ainsi dire. C'est un slogan, bien sûr. Mais la question est de voir comment cet alignement avec les ODD, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un effet positif dans le sens des ODD sur la durée de vie de l'investissement et s'assurer que cet investissement n'aura pas d'effet négatif par rapport aux ODD. Donc il y a un aspect qualitatif de ne laisser personne pour compte, mais bien entendu l'aspect développement durable. Donc ça, c'est la première approche. Pour ce qui est du rôle des banques publiques de développement, et là, c'est quelque chose qui avait appelé d'autres commentaires. Les banques publiques de développement jouent un rôle important, mais elles pourraient faire beaucoup mieux, parce que en fait, on se retrouve un petit peu à mi-parcours, enfin, disons à la croisée des fonds qui sont publics ou privés, internationaux ou nationaux. Donc, il y a énormément de fonds qui convergent autour de ces établissements. Alors, effectivement, certaines de ces banques font un excellent travail, même si on a pu souligner certaines des opportunités qui pourraient être développées, mais les banques pourraient être les catalyseurs de financement supplémentaires venant du secteur privé et pas simplement leur propre rôle en tant que banque publique. Alors évidemment, elles sont là pour conseiller les États, pour intervenir sur les marchés, mais c'est également au niveau des réformes que les banques publiques de développement pourraient être d'un conseil utile. Pour revenir maintenant au cadre qui a fait intervenir de recherche qui a fait intervenir quelques 80 chercheurs
avec le PNUD sous le mandat du G7. Ce que nous avons essayé de faire dans ce cadre de recherche, donc, c'est de voir ce que nous entendons par alignement sur les objectifs du développement durable. Comment pouvons-nous dire qu'une activité soit alignée sur ces objectifs? Alors, cet alignement ne se fait pas tout seul. En fait, il y a trois grands problèmes qui se heurtent, si vous voulez, à l'alignement. Il y a des problèmes de transparence dans le développement durable, dans le financement durable, parce qu'il y a toutes sortes d'initiatives, de propositions, mais là-dedans, le secteur privé a un petit peu de mal à voir comment choisir quelle stratégie. Et puis, il y a une question de responsabilisation des acteurs. Actuellement, parmi les projets qui existent, toutes les démarches se font sur une base volontaire. Elles n'ont pas véritablement d'incidence tangible et bien souvent, ces investissements ne vont pas véritablement construire le développement durable. Et puis, les incitations, qu'est-ce qui va motiver les acteurs? Il y a le cadre réglementaire, il y a les questions des subventions. Je pense que le CDE, les pays du G20, apportent quelques 180 milliards chaque année au titre des subventions aux combustibles fossiles. Donc, on se demande s'il y a quand même pas mieux d'avoir des politiques mieux alignées sur les objectifs de développement durable plutôt que de subventionner à corps perdu les combustibles fossissiles. Et puis, par rapport à cela, quelles seront les actions publiques? Il y a trois grands piliers. D'abord, l'idée d'avoir des incitations, une meilleure responsabilisation, une meilleure transparence pour que, au fond, les marchés soient plus efficaces. Deuxièmement, des normes, des standards, des règles, finalement, qui permettraient d'avoir une certaine visibilité, une certaine certitude, une certaine harmonisation dans la façon dont les choses se font. Là, il est certain qu'il faudrait un ensemble de normes communes à tous les acteurs pour que finalement les méthodes puissent être suivies de manière vérifiable. Et puis enfin, troisième grand pilier, avoir de meilleurs outils qui permettraient de mieux exploiter les ressources existantes, aussi bien d'abord d'origine publique que privée. Alors voilà un petit peu le programme de travail qui est celui non seulement des banques publiques de développement, mais des organismes, le G7, le G20, le CDE, le système des Nations Unies. Là, il est important de voir en tout cas ce que peut faire la communauté financière. Merci Haye, et je remercie les autres intervenants. Nous parlons du rôle des banques qui pourrait être rendu plus efficace. Il nous reste encore un quart d'heure de discussion, mais avant de passer aux questions, je voudrais faire remarquer ceci. Il y a deux observations qui nous viennent à l'esprit vous ayant entendu. La première chose, c'est que évidemment, nous sommes suivis de très près dans ce sommet de la finance en commun, parce que l'on parle des rôles des banques de développement. Les ONG vous disent que les banques publiques de développement ne sont pas justement alignées sur les ODD. Vous avez des chiffres, vous avez des éléments qualitatifs. Donc quand même, il faudrait avoir une certaine idée. Il est question d'échelle, de périmètre, mais également de direction. Et sur la partie direction, on voit ce qui ne va pas dans le sens du climat, ça c'est une première chose, mais surtout, nous avons du mal à expliquer ce qu'est le fait de ne pas être aligné. Comment dire que l'on est aligné ou qu'on ne l'est pas? Je ne sais pas si vous pourrez réagir à cela. Comment mesurer le non-alignement, si vous voulez? Et je crois que Mariana voulait intervenir. Il y a différentes façons de voir ce problème de désalignement. Alors, à moins d'avoir une mission très claire, comme l'EIB, qui va être la banque du climat, la Banque européenne d'investissement, vous risquez de vous retrouver avec des fonds dispersés à tout vent, c'est le cas de le dire. Alors, je sais que ce que je dis là est sujet à controverse, mais il y a, par exemple, le rôle des PME est mal vu. Ce qu'on essaye, il ne s'agit pas
pas aux PME de les entretenir. Il faut leur permettre de passer, si vous voulez, au taquet supérieur. Mais dans quel sens? Il faudrait savoir. C'est bien gentil d'aider les PME, mais bon, il y a des instruments qui sont les véhicules dont les PME pourraient se servir. Mais pour faire quoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement ni de les entretenir dans leur état, ni de les faire grandir pour le plaisir de les faire grandir. Il faut qu'elles puissent gagner de la puissance dans le sens des objectifs recherchés. Et puis, alors c'est bien gentil également d'avoir une espèce de feuille de route verte avec des missions bien définies en disant voilà, c'est ça qu'on veut faire. Non, il faut voir parce qu'il s'agit bien de partenariats public-privé. C'est les fonds publics qui sont là pour tendre la main au secteur privé pour aller toujours dans le bon sens. En Allemagne, vous avez cette banque, la KfW, qui apporte des crédits au secteur sidérurgique, pas simplement parce que ce secteur est en difficulté, ce secteur comme d'autres est en difficulté, mais ces crédits étaient associés à l'idée que ce secteur devait innover, devait être moins tributaire de certaines matières, et il y avait une obligation de recyclage. Et quand on est il ne suffit pas de dire à Davos, de dire voilà, il faut avoir des objectifs, des valeurs. En fait, il y a une condition associée à ces crédits, c'est-à-dire que pour avoir accès à des subventions, au fond, et au lieu de parler en termes d'aide de l'État ou de facilitation de l'État et du rôle de l'État, il y avait des aspects, disons, conceptuels, des conditionnalités. C'est non pas la carotte et le bâton, c'est vraiment un État gagnant, un contrat gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas non plus de tirer une aumône de l'État. Vous avez Cassa di Prestiti, qui est un établissement en Italie qui, justement, est en train de s'adapter parce que par le passé, c'était une espèce de caisse des dépôts qui était là comme tirelire, qui était là pour tirer d'affaire les entreprises en difficulté, alors que là, l'idée est non pas simplement de les renflouer, mais de les aider à se transformer pour pouvoir voler de leurs propres ailes dans un nouvel environnement. Et d'un point de vue transsectoriel, c'est-à-dire que tous les secteurs, il peut s'agir aussi bien de la sidérurgie que, je ne sais pas, l'intelligence artificielle, le numérique, rien de tout cela ne va se faire. Vous n'aurez pas, disons, l'accompagnement de l'État, à moins d'aller justement dans le sens recherché. Je vous remercie, Marianne, et je sais que, alors, c'est un peu difficile d'être un facilitateur si vous n'êtes pas physiquement au même endroit, vous ne voyez pas qui veut intervenir. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose, parce que dans une certaine mesure, si je peux rebondir sur ce qu'ont dit à la fois Kevin et Haye, vous parlez des mesures d'atténuation, mais si vous voulez une infrastructure qui soit elle-même alignée sur les questions, je ne sais pas, de biodiversité, enfin, ça peut poser problème, et surtout d'un pays à l'autre, ça peut être un peu différent. Comment d'un côté vous évaluez, si vous voulez, l'alignement du secteur financier avec les ODD, tout en voyant que cet alignement ne peut se mesurer qu'à un niveau très local. Alors, je ne voudrais pas fausser le débat, mais enfin, quand même, quel est le point de vue? Effectivement, la question est là, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des crises multiples, une convergence des crises. Prenons l'exemple de l'irrigation. Vous avez beaucoup de banques de développement qui financent des programmes d'irrigation à travers le monde. Alors, cela peut être bien entendu très important pour les problèmes de sécurité alimentaire, etc., bon, la production agricole, mais dans un domaine où on se rend compte que l'eau est rare, est-ce que vous n'allez pas créer une situation où vous allez exploiter les ressources en eau plus que déjà elles ne devraient l'être? Il y a des problèmes de réchauffement climatique associés. Est-ce que l'on va accroître l'infrastructure routière pour les automobiles privées, ce qui peut être utile dans certains cas et pas d'autres? Alors, on évolue des accords de Paris vers les objectifs du développement durable. Il y aura des arbitrages à faire entre différentes priorités, différents investissements. Et donc là, lorsqu'on pense à la conditionnalité des investissements, l'alignement pour qu'ils puissent être évalués devra tenir compte du contexte, et les arbitrages devront être effectués dans des situations de crise multiples. Et là se pose la question finalement des ODD, mais également
des politiques nationales, savoir ce que devraient être les priorités des États dans chaque contexte où on reconnaît l'interdépendance, les synergies, les arbitrages qu'il y aura à faire, d'où la nécessité d'aider les pays à faire cette analyse. Et ça, ce sera particulièrement pertinent pour les aider justement à faire face à ces convergences de crise. Merci, Manish. Je vois qu'il faudrait donner la parole à Frédéric, mais est-ce que vous voulez avoir des questions des participants ou des... oui, il y avait ici, cette conversation est tout à fait intéressante et vous avez bien mené le débat parce que c'est un peu difficile d'être en ligne sans voir vos différents intervenants. Un grand merci à vous d'avoir fait voir ce qu'étaient les priorités si l'on veut s'aligner sur les ODD. Nous avons peut-être une dizaine de minutes pour continuer les échanges et je pense que nous pouvons répondre à plusieurs questions. Sébastien d'abord. Alors cette toute première question sur le court terme par rapport à long terme. Après tout, là, tout est là. Comment les banques de développement peuvent-elles concilier cet immense défi que pose la consommation au quotidien, les comportements au quotidien, avec les grands enjeux à plus long terme du climat? Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question. Écoutez, je pourrais me tourner vers ceux qui ne sont pas encore intervenus. Par exemple, Frédéric de KfW, comment concilier le long terme et le court terme? Eh bien, pour ce qui est des objectifs du développement durable, et je ne parle pas que du climat, c'est précisément le domaine où il faut que les crédits soient assortis de taux bonifiés. Donc, il n'y a pas simplement un différentiel de taux d'intérêt, en particulier dans un contexte où les niveaux d'intérêt sont particulièrement bas. Mais la question est de savoir comment sont pratiqués, comment sont appliqués, autrement dit, quelles sont les conditions et modalités des crédits consentis. Mais évidemment, la conversation s'élargit puisque le secteur financier connaît bien les enjeux pour KfW. Les ODD s'inscrivent dans le portefeuille, et cela a été d'ailleurs un pas nouveau puisque toute cette notion de transparence commence à prendre son sens, puisque on voit exactement ce que sont les arbitrages auxquels il a été procédé dans les différents choix. Mais quand on pense par exemple à la neutralité carbone, cette notion de... évidemment, il faut pouvoir mesurer les choses de manière qui soit fiable. Si on veut par exemple tendre vers un prix de la tonne de carbone, un prix plus élevé de la tonne de carbone, c'est la seule façon d'arriver à commencer à avoir des résultats si on veut réduire l'empreinte carbone. Et pour cela, des mécanismes doivent être mis en place et c'est un peu notre rôle d'essayer de les définir. Et puis, si je puis me permettre, on voit que, on parle encore d'arbitrage, mais vous avez différents ODD parmi lesquels il faut quelquefois choisir. Et là, Mariana nous parlait des PME dans ce contexte. Il faut voir que tout n'est pas toujours pareil dans ces situations. Les PME peuvent jouer un rôle très actif. Dans d'autres cas, elles doivent, pour pouvoir être utiles, se réformer et pour pouvoir être utiles à la société, ne pas simplement vivre pour elles-mêmes. Donc là, c'est effectivement la question d'arbitrage se pose. Très juste, merci. Sébastien, une autre question qui nous vient de Katharina Fonseca, qui nous demande si les banques multilatérales de développement sont alignées sur les accords de Paris, mais pas nécessairement sur les EDD et l'agenda 2030, le programme 2030. Alors, d'abord, vous avez des taxonomies différentes, mais même quelquefois des contradictions entre les objectifs. Alors, comment faire face? Est-ce qu'il y a des exemples de banques publiques de développement qui sont alignées à la fois sur Agenda 2030 et l'accord de Paris? Voilà, c'était une longue question, mais je pense que c'est important de donner, si vous
voulez, le contexte. Oui, dit Sébastien, en fait, la question, on parlait des banques multilatérales de développement et évidemment, il est très difficile pour celles-ci souvent de s'y retrouver. Je ne sais pas si on pourrait vous citer de bons exemples, mais peut-être pourriez-vous nous donner un exemple, Macha. Oui, les MDB vont dans le sens, Manish dit, vont dans le sens de l'alignement, n'y sont pas encore. Je crois qu'on peut espérer que d'ici 2023-2024, l'alignement sera plus précis. Mais enfin, si quelque chose, et si vous voulez, n'est pas, si vous voulez, aligné sur les objectifs, il ne devrait pas faire partie du package, pour ainsi dire. Vous avez parlé de l'alignement sur l'accord de Paris. Je pense notamment le gaz naturel. Dans quelle mesure les investissements dans le gaz naturel sont-ils alignés sur l'accord de Paris, sur les objectifs de l'accord de Paris? Ça, c'est une première question. À mon sens, l'accord de Paris et les ODD sont interdépendants, donc ils devraient être cohérents et on devrait voir un programme holistique plutôt que deux programmes, si vous voulez, en concurrence l'un contre l'autre. Mais il faut voir comment aborder ou essayer d'atteindre ces objectifs dans un contexte de crise multiple. Oui, Manesh, je pense que le public essaie de voir justement, d'essayer de comprendre un peu tout cela et vous avez donné des éléments extrêmement précieux. Je ne vais pas tout redire ici, mais je pense que vous avez pu donner quelques éclaircissements. Thomas Solando nous dit que les banques de développement, depuis quelque temps, font intervenir un mix entre la finance publique et la finance privée, mais vous avez des biens ou des fonds publics pour des biens publics d'un côté, et puis vous avez par ailleurs ces partenariats avec le secteur privé. Comment concilions-nous tout ça? Alors, je ne sais pas vers qui est dirigée cette question, mais alors peut-être qu'on va donner la parole à Mariana. Ou Maïe d'abord. Haye d'abord. Haye, oui, alors vous avez parlé du rôle des banques publiques de développement qui mobilisent déjà de la finance privée, c'est le cas. Alors peut-être pas autant qu'elles pourraient le faire, qu'elles devraient le faire. Toujours est-il que ce genre de mobilisation de ressources ou de finances privées doivent s'inscrire dans leur action, dans leurs objectifs. C'est-à-dire qu'il est important, si elles veulent jouer un rôle de catalyseur, de pouvoir mobiliser les fonds privés plutôt qu'uniquement apporter leurs propres fonds. La semaine dernière, l'OCDE a publié son rapport bisannuel sur le financement. Vous aviez les 100 milliards de dollars pour les objectifs du développement durable, enfin, au titre de l'accord de Paris. Je crois que c'était cette enveloppe de financement qui avait été prévu. Or, ce que l'on constate d'un pays à l'autre, en tout cas dans la région de l'OCDE, c'est que les banques multilatérales de développement voient que le niveau de financement semble stagner. Enfin, si on s'appuie sur les chiffres de 2018 ou de 2019, il y a eu dans un premier temps une progression des financements et là on n'arrive pas. Enfin, on arrive à une situation où les financements privés sont mobilisés, même si on n'arrive pas toujours au montant souhaité. Donc, il y a dans la mobilisation du secteur privé une action à mener. Oui, j'ai demandé à Mariana, d'un côté, vous avez des fonds publics pour les biens publics
public et comment par rapport à cela, ou quel est le rôle du financement privé? Je l'ai dit au début de mon intervention, je crois que cette notion de bien public fonctionne dans la mesure où vous avez, par exemple, une zone bien définie comme la recherche fondamentale, mais pour les objectifs du développement durable, il faut plutôt parler de biens communs. Le pape François au Vatican parle de ces questions de manière souvent bien plus extrême, j'allais dire plus ouverte que la classe politique. Si vous voulez une espèce de pacte social, il ne s'agit pas simplement de gouvernance du secteur privé, style Davos. Si vous avez un système dans lequel vous avez un partenariat public-privé qui aille dans le sens d'un bien public au Royaume-Uni, je peux vous dire que le secteur privé a été amené à travailler avec le secteur public, mais la démarche n'était pas symbiotique, n'était pas mutualiste, vous aviez non pas un système symbiotique, mais un système parasitique. L'un, un système parasitait l'autre. Et là, il nous faut une façon de mesurer cela. Est-ce qu'on a bien affaire à une symbiose, à une action commune, ou bien un système où l'un est un prédateur ou est un parasite pour l'autre? Alors, il y a la Scottish Investment National Bank, la banque de développement d'Écosse, qui essaie de créer un écosystème symbiotique et qui nécessite beaucoup d'investissements, d'innovation privée, mais la façon dont la banque travaille avec le secteur privé, évidemment, est très importante. Vous avez, par exemple, des modèles économiques alors, vous aviez des entreprises qui pouvaient, de manière volontaire, s'engager dans certains objectifs plutôt que accorder des augmentations salariales, plutôt que de procéder à des rachats d'actions avec les bénéfices, etc. Bon, c'est un exemple, mais cela me revient à cette question de conditionnalité. On parlait conditionnalité a des connotations négatives, mais enfin, l'idée est de travailler ensemble pour atteindre un objectif qui sera dans l'intérêt de tous. Et là, c'est une autre façon d'aborder la gouvernance. Alors, Sébastien, vous aviez moins d'une minute pour conclure. C'était très intéressant de vous écouter. Est-ce que vous voulez bien conclure pour nous? Eh bien, merci, Ashan. Alors, j'ai l'impression que Kevin nous a quittés. Il y a eu une perte de connexion, mais ce sont des choses qui arrivent dans ces réunions virtuelles. Un grand merci pour cette conversation, cette discussion très animée. Si je pourrais résumer ce qui a été dit, l'idée, c'est que la banque doit pouvoir aborder les problèmes de manière holistique. Les banques elles-mêmes sont amenées à se réformer, pas simplement elles-mêmes, mais la façon dont elles interagissent avec le reste de la société civile, les collectivités locales, le secteur privé. Et puis, on avait vu qu'il y a un rôle de la transparence, de la responsabilisation, et la question d'alignement ou de désalignement, c'est quand même une question cruciale, parce que pour pouvoir s'y retrouver, il faut bien comprendre que l'alignement doit pouvoir être mesuré à un niveau local, même si à un niveau mondial, pour une banque qui a une activité mondiale, comment mesurer son action et la construction de son portefeuille, son activité. Et puis enfin, il nous paraît essentiel que les pays puissent élaborer des politiques qui aillent dans le sens du développement durable, leur propre façon de définir un cadre de financement pour le développement. C'est surtout une question de renforcement de capacité, que les pays doivent pouvoir arriver à définir ce propre cadre en travaillant avec les banques publiques de développement. Ce n'est pas simplement une question d'argent, ce n'est pas simplement de définir le rôle de l'État. L'État lui-même doit pouvoir être réformé et doit pouvoir aller dans le sens du développement durable grâce à ces partenariats. Un grand merci à tous. C'est vous qui avez fait tout le travail. Écoutez, merci, un grand merci à ces excellents intervenants et merci pour ce travail de modération.